Il y en a qui craignent pour leur vie. Zelensky et quelques ministres, s'ils signaient ce genre d'accord, ils violent la Constitution, puis ils ont emmené leur pays dans une guerre où ils ont été défaits, ils ont perdu du territoire. Bon, je serais soldat ukrainien, je serais un peu agacé, surtout avec les problèmes de corruption actuels. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application et aussi aux lecteurs. Je m'adresse aussi aux lecteurs du magazine Omerta pour leur rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore lecteurs et qui n'ont pas encore lu la dernière mouture de notre magazine, qu'il est toujours disponible en kiosque. Congo, silence, on tue, sur la question de tout ce qui a trait à la région des Grands Lacs, les drames qui s'y déroulent, mais également la question des minerais. Vous verrez que les deux, certains d'entre vous le savent évidemment, sont liés, et on analyse ça en profondeur à travers des reportages qu'on a menés là-bas l'été dernier. Voilà. Aujourd'hui, voici, bienvenue dans une nouvelle édition du Grand Entretien. Pour ce grand entretien, je reçois Georges Kuzmanovic. Bonjour Georges. Bonjour Régis. Merci d'être revenu chez Omerta. Ce n'est pas la première fois que vous êtes des nôtres. Je vous présente quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes un homme politique français. Vous étiez un ancien du parti de gauche. Vous avez été un peu le monsieur international de Jean-Luc Mélenchon, si on peut dire. Il y a 8 ans maintenant. Voilà, il y a un petit moment. Un petit moment. Vous êtes souverainiste acharné, vous avez été candidat aussi à l'élection présidentielle et actuellement vous êtes rédacteur en chef de Fréquence Populaire. Donc, Fréquence Populaire, j'encourage nos auditeurs à aller voir. Alors d'abord en préambule, j'ai remarqué en cherchant vos qualifications, car en fait il y a une phrase qui nous rapproche. Vous n'êtes pas au courant, mais dans votre fiche Wikipédia, qui est un peu l'équivalent de celle de la Stasi ou de la Securitate en leur temps, en ce sens qu'elles sont destinées à la mort sociale de l'individu. Alors on dit de vous, ces positions pro-Kremlin sur les guerres en Syrie et en Ukraine sont sujettes à controverse. J'ai exactement la même chose, moi, j'ai quasiment la même phrase. Je me suis dit, mais c'est la même personne qui a écrit le truc, où il y a un modèle peut-être chez eux, j'en sais rien. Bref, je plaisante, bien sûr, d'autres choses nous rapprochent. En premier lieu, vous faites partie des rares Français, moi en tant que reporter et vous en tant qu'observateur international, à s'être rendu en Russie récemment. Votre dernier voyage, quelle impression tout simplement avez-vous du pays en général ? Alors juste d'abord pour Wikipédia, la controverse. Je crois que la controverse, c'est une bonne chose en démocratie. Oui. C'est quand on n'est pas d'accord et qu'on discute et qu'on débat. Bon. Absolument. Et pas la Pravda. Mais bon, je sais que Wikipédia, sur certains sujets, c'est la Pravda. Et puis je ne pense pas m'être trompé, pas plus que vous, Régis, sur ce qui s'était passé en Syrie, en Libye, ou également... Tout à fait. J'avais une position controversée en disant qu'il allait se passer ce qui s'est passé. C'est plutôt une connaissance du terrain. Voilà, exactement. L'impression... Alors la Russie, je connais bien, j'y ai vécu. Non seulement j'y ai vécu, mais j'y ai été quand c'était encore l'URSS. Ah oui. Parce que j'avais gagné une Olympiade de russe. Ah oui. J'étudiais au lycée. D'accord. Donc j'ai vu l'évolution de ce pays à travers quasiment 4 décennies, et je peux en voir l'évolution. Donc, et ce qui est frappant, puisque cette fois-ci j'ai malheureusement raté mon coup, j'étais là-bas pour suivre le premier sommet russo-arabe, qui ne s'est pas tenu à cause de Sharm el-Sheikh. C'est une autre histoire. Et puis j'ai eu un accident et je me suis retrouvé aux urgences à Moscou et dans les hôpitaux. Bon. Donc vous avez vécu la Russie quand même dans le fond du pays, enfin dans la vie sociale. Quoi, je circule dans d'autres lieux que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et l'expérience que j'ai vécue rejoint ce que dit Emmanuel Todd quand il compare les taux de mortalité et que les courbes des taux de mortalité des enfants se sont croisés entre la France et la Russie, à l'avantage de la Russie, ce qui est absolument incroyable, compte tenu du fait que la France avait le premier système de santé il y a 25 ans, et ça se traduit par une amélioration des services de santé dans l'ensemble du pays. Et évidemment, à Moscou, qui est la capitale, où les urgences fonctionnent extrêmement bien, malheureusement mieux qu'en France, mieux qu'à Paris, et c'est un problème pour nous. Parce que ce pays... On disait ça de Cuba aussi, et c'était quand même un peu la dictature.
sur oui, mais à la différence que Cuba, à la différence que Cuba est une économie totalement dirigée d'un petit pays enclavé sous embargo. En Russie, à l'exception de ceux qui sont à la frontière avec l'Ukraine, donc qui subissent des attaques liées à la guerre, entre guillemets normales, les autres vivent bien, et vivent plutôt bien. Mais et on ne comprend rien à la... La guerre ne pèse pas, ni sur l'économie, ni sur le moral ? Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Alors sur l'économie, la guerre pèse à l'envers de ce que l'on croit, c'est-à-dire que ça améliore l'économie russe. Même s'il y a eu des ponctions dans le fonds de réserve souverain, on l'a analysé de nombreuses fois avec Jacques Sapir, qui vient fréquemment sur Fréquence Populaire ou qui écrit sur Fréquence Populaire. Il a fait un article sur notre portail média, il a fait un article sur le budget fédéral. Et on voit que la guerre, actuellement, consomme 6,6 à 6,8% du PIB de l'économie russe. C'est-à-dire, c'est le niveau d'engagement de la France pendant la guerre d'Algérie ou des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Et elle pourrait aller jusqu'à 9,5% du PIB sans que cela entame le reste de l'économie. C'est-à-dire que ça va tellement bien que on a fait partie de ceux qui avaient fait cette révélation. La Russie a récemment négocié des ventes d'avions de ligne aux normes internationales avec l'Inde. Or, vous en souvenez sûrement, quand la guerre a commencé, il y a eu les sanctions, les embargos sur les matériels d'aviation, poser des problèmes, et tout le monde disait, au bout de 6 mois, il n'y aura plus d'avions civils commerciaux en Russie, ça va être une catastrophe pour l'économie, ça va faire partie de l'effondrement. Résultat des courses, 3 ans et demi après, la Russie va être un acteur petit, mais un acteur concurrent maintenant Airbus et Boeing sur la vente d'avions civils, très certainement dans les pays BRICS, en tout cas comme c'est signé avec l'Inde. Puis de manière générale, alors la guerre a un effet moral, puisqu'il y a quand même d'ailleurs autour de 200 000 morts, ce qui est considérable. Si on compare aux États-Unis, qui était un pays plus grand au moment de la guerre du Vietnam, qui a eu en 10 ans 58 000. On est là, 200 000 en 4 ans. Ouais. Pour des pays occidentaux du 21e siècle, c'est sidérant. Vous voyez ce qui se passe quand nous, on a malheureusement 10 de nos soldats qui meurent à Ouzbin en Afghanistan. Là, on est au-delà, complètement au-delà. C'est un choc. C'est sidérant pour un occidental. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que pendant la guerre d'Afghanistan, celle des Soviétiques, 15 000 Soviétiques sont morts. Dans un pays qui comptait 280 millions d'habitants, puisque c'était l'Union soviétique, englobant les 15 républiques, Ukraine comprise. 15 000 morts seulement, en 10 ans. Et ça avait été un choc pour la nation, pour l'URSS. Ça a contribué à son effondrement. Des protestations, les mères de soldats. Les mères de soldats, Victor Tsoi, pour ceux qui connaissent, des chanteurs, des peintres. Là, 200 000 morts en 4 ans. Alors on peut considérer que c'est une dictature pire que l'URSS, c'est ridicule. En fait, c'est que c'est vécu, pour une grande partie des Russes, comme une guerre existentielle. Ce qu'a très bien compris quelqu'un comme John Mearsheimer, et que ne comprennent pas beaucoup de nos dirigeants, ce qui fait que c'est plus accepté. Parce que ça semble être une guerre qui fait sens pour cette nation-là. Contrairement à une guerre coloniale en Afghanistan, ou une guerre coloniale au Vietnam ou en Algérie. En fait, rapidement, la population ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on envoie tuer des jeunes. Là, c'est différent. Et globalement, la société se tient. Et ce qui est incroyable, c'est justement, il y a 1 an, un peu plus d'1 an, on était au sommet des BRICS à Kazan, en Russie. C'était compliqué d'aller faire le reportage là-bas. Mais avant, on avait interviewé 3 économistes assez importants, dont les 2 principaux de l'INSEE russe, pour faire simple, et le directeur des études économiques du MGU, la grande faculté de Moscou. Il nous avait dit, cette guerre a l'effet un peu paradoxal que le gouvernement applique ce qu'on lui préconise depuis maintenant plus de 15 ans, à savoir développer la souveraineté de la Russie dans certains domaines. Or, les sanctions de 2014, elles créent la souveraineté russe sur l'agriculture. Absolument.
au point où elle est autosuffisante quasiment à 100%, mais en plus peut exporter, se servir des céréales comme arme géopolitique. En 8 ans seulement. Et ces nouvelles sanctions font que de nombreux entrepreneurs russes ont pris les marchés, se sont débrouillés. Au début, c'était un peu avec du scotch, et comme ils ont pu. Sans compter qu'ils ont repris aussi les assets d'entreprises comme Renault, qui ont quitté en raison des sanctions. Alors parfois, parce que c'est gelé pour le moment. En fait, la Russie a gelé un certain nombre de... Certains managers ont repris l'activité, ont continué l'activité, alors que les Européens ou les Américains sont partis. Mais tant que les avoirs russes ne sont pas saisis, c'est gelé pour le moment. D'accord. Soit ça roule, soit ça tourne sans les managers occidentaux, soit ça a été racheté, mais pour le moment, rien n'a été saisi. Mais ça pourrait être. On a des entrepreneurs qui pourraient perdre leurs usines, leurs entreprises, en raison de l'éventuelle saisie des avoirs russes. En tout cas, l'économie russe fonctionne bien, la société tient largement le coup. Comparer la situation économique et sociale en Europe de l'Ouest, ça va beaucoup mieux en Russie. C'est tragique. Croyez-vous, alors tiré de ce que vous avez vu là-bas, que les Russes veulent vraiment la paix avec leurs voisins ukrainiens? Vous avez parlé d'une guerre existentielle. Est-ce que vous estimez qu'en ce moment, il y a quand même des signes qui montrent qu'on s'achemine vers la fin de ce conflit? Je parle d'en dehors des négociations, au sein de la société russe. Oui, j'ai pas cette impression. D'abord, c'est une guerre compliquée, c'est une guerre civile, en réalité. On refuse de voir ici. Les soldats russes parlent des Ukrainiens comme de leurs frères, très souvent. Oui, et puis un énorme leurs frères égarés. Voilà, la plupart des combattants, ça c'est ce qu'on découvre quand on est soldat, enfin, même si c'est l'autre camp où on se tue, il y a un respect parce que ils vivent la même chose que ceux qui sont en face. Et il y a très clairement, chez la plupart ce qui est proche des combattants russes, un respect des combattants ukrainiens parce qu'ils encaissent depuis quand même 3 ans et demi. Ça, c'est clair et net. Deuxièmement, c'est une guerre civile parce que énormément de ce qu'on appelle les Ukrainiens n'ont pas la différence avec les Russes qu'auraient, je ne sais pas, des Vietnamiens avec des Algériens. Ce sont des gens qui partagent très fortement la même culture, les mêmes préférences. Religieux. Oui, pour certains, religieuses, culinaires, symboliques. Enfin, c'est très très proche. Et puis, au moins la moitié des Ukrainiens sont un quart, moitié russo-ukrainiens. C'est très très mélangé. Leur commandant en chef. On prend Siersky. Ses parents vivent en Russie. Et il me semble qu'il a un neveu qui est capitaine, ou enfin officier dans l'armée russe, de l'autre côté. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à nord contre sud aux États-Unis. Donc ça c'est une chose. Mais alors, moi j'ai l'impression que peu de gens croient à une solution pacifique, négocier avec l'Occident. Hormis Trump, qui a une sorte de cote un peu en Russie, les autres leur semblent non fiables. C'est l'impression que j'ai. La majorité de la population. Et que les choses se résoudront sur le terrain, malheureusement. Enfin, la guerre décidera du vainqueur. Donc il cherche la capitulation, en fait. Moi, je pense que, malgré les déclarations de Vladimir Poutine sur... les 28 points, que c'est intéressant. Enfin, bon, vous pensez qu'il cherche vraiment la paix ou qu'il cherche à gagner du temps, précisément pour obtenir cette capitulation de l'Ukraine qui lui semble atteignable sur le terrain? Alors, je pense qu'ils accepteraient, là, aujourd'hui, une paix aux conditions qu'ils ont fixées clairement depuis plus de 18 mois. À savoir reconnaissance de juré, pas de facto. C'est-à-dire que les États-Unis et les pays occidentaux reconnaissent les frontières de la Russie, incluant la Crimée, Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lugansk, et dans leur totalité, incluant Kherson et Zaporijjia. On a dit que Kherson et Zaporijjia, c'était négociable. Qu'un gel sur les lignes de front actuelles contre un troc du Donbass pourrait servir de troc avec le Donbass. Alors, éventuellement, ça peut être la marge de discussion, mais les autres points principaux sont donc reconnaissance de juré, pas de facto. L'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN,
L'Ukraine est fortement démilitarisée, enfin une situation à la finlandaise ou à l'autrichienne dans les années 50. Et pas de présence des troupes de l'OTAN, restitution des avoirs gelés et levée des sanctions. Bon. Et évidemment, il faut que les États-Unis et les pays européens soient d'accord. Sinon, ils continueront. Bon, vous savez très bien, Régis, qu'on en est quand même extrêmement loin, qu'à Kiev, pour tout un tas de raisons, Zelensky ne peut pas signer ça. Qu'il y a des... Pour une raison constitutionnelle, c'est inscrit dans la Constitution. Constitutionnelle, il y a des Ukrainiens qui veulent récupérer leur territoire, c'est l'objectif politique et militaire, ils le veulent, ils ne se sentent pas de capituler, et il y en a qui craignent pour leur vie. Zelensky et quelques ministres, s'ils signaient ce genre d'accord, ils violent la Constitution, puis ils ont emmené leur pays dans une guerre où ils ont été défaits, ils ont perdu du territoire. Bon, je serais soldat ukrainien, je serais un peu agacé, surtout avec les problèmes de corruption actuels. Donc, mais en plus, derrière, il y a les Européens qui jouent un jeu. Vous voyez que ça peut peser, ces problèmes de corruption. Je pense, on a souvent comparé Volodymyr Zelensky avec Winston Churchill, le résistant, les figures, etc. Bon, tout ça a été peut-être un peu fabriqué, mais enfin, l'homme a tenu le rang. Mais on n'a jamais reproché à Churchill de piquer l'argent destiné aux soldats, quand même. Il y a un problème, quand même. Je parle dans la relation de Zelensky avec son propre peuple, non? Alors, pour certains, il doit y avoir un problème. Alors, pour le moment, formellement, Zelensky n'est pas accusé de rien, encore moins condamné. Bon, évidemment, ce serait quand même très surprenant. Non plus, Oui. André Yermak non plus. Il démissionné. Ce serait quand même très surprenant que ça touche autour de lui, qu'il n'y ait pas de corruption. Mais le problème est plus général, c'est que la corruption est malheureusement, malgré les attentes de l'Europe, s'est aggravée. Elle était déjà grave avant le conflit. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2013, le peuple ukrainien s'était soulevé. Le premier mouvement de Maïdan, avant qu'on rentre dans le coup d'État, mais c'était contre la corruption endémique depuis 1991, qui n'a pas cessé avec les nouveaux gouvernements. Et la guerre ne fait qu'amplifier une situation de corruption. Et je pense que pour les soldats, ce qui doit être terrible, c'est la corruption au sein de l'armée. La première, c'est au sein de l'armée. C'est ceux qui reçoivent de l'argent pour éviter qu'un tel ou un tel ne soit conscrit, ou qui reçoivent de l'argent pour fermer les yeux quand un tel ou un tel déserte, ou que... ça peut exister aussi côté russe. Hein. Ah oui, bien sûr. Ce genre de voilà. Tout pas un instant. La guerre est un moment D'ailleurs, une des raisons de la mise à l'écart de Shoigu, c'est aussi sur des questions de corruption et autres. Voilà. Alors, il est mis à l'écart, il n'est pas mis à l'écart, parce qu'il est quand même au Conseil de sécurité. Il n'est plus à la défense. Voilà. Non, mais il négocie des choses relativement importantes. Bon, de toute façon, la corruption n'était pas non plus réglée en Russie, même si elle a baissé au niveau en bas, alors en haut, je ne sais pas. Mais bon, la guerre n'aide pas ce genre, encore une fois, ni d'un côté ni de l'autre. Elle ne doit pas beaucoup aider en Europe, ça ne doit pas beaucoup aider toutes les entreprises qui souhaitent sur le front. Et donc je pense que pour les combattants qui sont dans des situations très difficiles, d'autant plus que maintenant c'est la 5e fois que des unités entières sont laissées prises dans des chaudrons. Là c'est Mirnograd, ça va être Kupiansk, sans qu'on comprenne pourquoi, quel est l'intérêt, alors que ce sont des gens entraînés. Ils auraient dû être de faire un retrait comme les Russes avaient fait de Kherson, parce que ça vous sauve des soldats, vous mettez sur une ligne de défense autre, c'est comme ça qu'on opère, mais non, là les soldats sont laissés, on ne sait pas très bien pourquoi. Bon, ça ralentit un peu les Russes, mais bon, au final c'est beaucoup plus de morts ou de prisonniers. Bon. Et donc, voyant cela, le combattant moyen, comme les Russes poussent partout sur le front, qu'ils gagnent en fait, contrairement à ce qu'on dit dans nos médias, qui remportent des victoires importantes, que contrairement à l'année dernière où il y avait 1 à 2 opérations sur l'ensemble du front en même temps, il y en a maintenant 9, de toutes les directions, que chaque mois qui passe augmente leur avantage en termes de matériel, plus ces affaires de corruption, ça crée ce que l'on voit. C'est-à-dire, c'est ce qui est dit à la Rada, c'est ce qui est dit dans les médias. Il se fait que j'arrive à lire l'ukrainien, donc c'est plus intéressant pour suivre ce qui se passe. C'est peut-être plus honnête d'ailleurs que ce qu'on voit en France. Beaucoup plus. Il y a des gens qui combattent, il y a des manifestants, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, alors que c'est dur, qui soutiennent leur armée, mais qui ne sont contre la corruption
l'effet sur un certain nombre de combattants, surtout ceux qui ne sont pas très entraînés, c'est quand même de réfléchir par quelle porte de sortie ils vont sauver leur vie plutôt que d'être sacrifiés dans une guerre qui ne semble pas gagnable. Or là, le problème, c'est que sur le terrain, à l'exception des chancelleries européennes, la guerre est perdue pour l'Ukraine. La question, c'est jusqu'où il est perdu. C'est ça. On a l'impression qu'un deal négocié aujourd'hui sera toujours plus avantageux qu'un deal négocié dans 6 mois. Au vu des éléments, je rajouterai un élément sur ce que vous venez de dire, le lead pris par la Russie sur la question des drones, en particulier des drones filaires, alors que les Ukrainiens, ça a été longtemps leur avantage en position défensive de pouvoir produire plus de drones et en tout cas être plus efficaces. Inventifs, voilà. Jusqu'à 1 an et demi. Ouais. Et maintenant, il y a un peu moins d'1 an et demi, il y a eu la bascule, et maintenant la bascule s'aggrave, mais très sévèrement, à l'avantage de la Russie en termes de production, de qualité des dronistes, de survie des dronistes. Parce que maintenant, l'armée russe cible les dronistes, et elle a les moyens en termes de missiles, justement de drones et de bombes planantes, pour faire les dégâts que ne peuvent pas faire les Ukrainiens sur les dronistes russes. Bon, donc ils ont un avantage comparatif dans tous les domaines. Ce qui, soit dit en passant, montre quand même une certaine absurdité de certains de nos médias fiables selon Emmanuel Macron. Les Russes ont l'avantage de l'artillerie 1 contre 8, 9, 10, 11, 12 en fonction des zones du front. On a l'avantage aérien, on a l'avantage des bombes planantes, on a l'avantage des missiles, on a l'avantage maintenant des drones, parfois 1 contre 10. Et pour une raison étrange, ils préféreraient ne pas utiliser cet avantage pour écraser les troupes ukrainiennes, mais enverraient des vagues de soldats qui meurent. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, c'est toujours une conquête, enfin, mais c'est obligatoire sur ces chaînes estampillées vraies, on va dire, d'expliquer que quand la Russie progresse, c'est toujours au prix de pertes considérables. Voilà. Alors que c'est l'inverse, les pertes considérables sont du côté ukrainien, plus les déserteurs. C'est-à-dire officiellement reconnus en Ukraine, qui est discuté à la Rada, c'est 400 000 déserteurs. Sur une armée de 700 000 hommes, c'est quand même considérable. Donc c'est beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup qui sortent. Parfois certains qui rentrent juste 2 ou 3 jours puis qui trouvent un moyen de s'extraire. Je parle de ceux qui sont arrêtés dans la rue, qui sont emmenés de force. La réalité doit tourner autour de 600 000. Donc c'est considérable. Et ça montre un pays... Et puis de toute façon, les sondages l'ont exprimé. En Ukraine, les sondages en Ukraine, 70% des Ukrainiens veulent qu'on trouve une solution négociée. Je sais, sondage Gallup paru il y a 3 semaines. Voilà. Et on comprend. 69%. Bon, j'ai arrondi, 69%. Voilà. Et c'est 2 tiers quand même. Alors qu'il y a énormément de pertes, qu'ils ont tenu le coup, qu'ils sont bombardés. C'est juste qu'ils comprennent bien que si ça continue, ça va être pire. Et ce qui est terrifiant quand on entend certains des dirigeants européens, c'est que c'est ce que disent des analystes militaires américains. Et le premier d'entre eux, le général Milley, on l'oublie complètement celui-là, qui était le chef d'état-major des armées américaines. Bon. Mais déjà quand il était en poste, il avait dit que la guerre n'était pas gagnable et il avait été critiqué pour ça. En poste, chef d'état-major des armées américaines, donc comme notre SEMA à nous. Alors bon, je veux bien qu'il soit lui aussi un agent. Parler de notre SEMA. Je veux bien qu'il soit un agent du Kremlin, mais bon, vraiment, c'est au-delà du ridicule. Et il avait dit ça. Il avait dit ça après l'offensive qui avait été un succès. L'offensive ukrainienne qui avait permis justement de récupérer Kherson, Krasny Liman, de pousser la Russie. En novembre 2022. Voilà. Après la reconquête de Kherson et l'offensive à l'est de Kharkov. Et Milley, à ce moment-là, dit c'est maintenant. Il faut, là, on n'aura pas mieux. Il avait raison. Donc je prends des Américains, ou John Mearsheimer. John Mearsheimer ne cesse de dire ça depuis le début du conflit. Il dit ça ne pourra pas être mieux. C'est-à-dire, à l'époque, il disait laisser tomber la Crimée, c'était au moment du mémorandum d'Istanbul. Signer la paix, pays neutre, et puis ça ira mieux. Après, c'était abandonner Donetsk et Lugansk. Maintenant, ça va être, ce que Mearsheimer dit, ça va être 4. Et ce que dit Mearsheimer, ce que dit aussi Arestovitch, qui était conseiller premier de Zelensky, ça fait longtemps qu'il le dit, si on continue, dans 18 mois, on aura perdu 6, puis si on continue dans Oblast,
Non, dans un an, ça sera 6, dans 18 mois, ça sera 4 de plus, 8, puis ainsi de suite, enfin jusqu'à l'arrivée au Dniepr plus Odessa. Et puis le dernier qu'il a dit, et il faut le noter quand même, c'est la première fois, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que les Russes ne sont pas trop enclins à... C'est Vladimir Poutine. C'est la première fois, là, dans ces jours-ci, qu'il dit, soit les Ukrainiens acceptent les 28 points. Enfin, il ne dit pas qu'ils les acceptent, il dit comme base de discussion. C'est-à-dire que dans les têtes, ils acceptent que les 4 régions sont plus ou moins perdues. On sent que c'est le point d'achoppement. Kherson, Zaporijia ou pas. C'est pas le seul point d'achoppement quand même. Non, mais c'est le principal pour les Russes. Ensuite, pour les Ukrainiens, il y a les garanties de sécurité. Le principal pour les Russes, c'est l'OTAN. Oui, mais de toute façon... Oui, mais la garantie de sécurité, c'est justement pas être dans l'OTAN, donc c'est insoluble. Mais les garanties de sécurité, c'est pouvoir faire activer l'article 5 sans faire partie de l'OTAN. Voilà, donc les Russes ne veulent pas ça. Bon, comme ils gagnent, on peut trouver que c'est méchant, qu'ils ne sont pas gentils. Oui, bien sûr. Mais bon, le réalisme en géopolitique se moque bien de ce qui est gentil et méchant. C'est pas une cour d'école de CP. Et donc, ils ont la main haute. Et pour la première fois, Vladimir Poutine a dit, soit c'est ça, soit on va aller plus loin. Alors, ce que veulent les durs du régime. Hein. Ils veulent aller... Et moi, je le pense depuis longtemps, et je pense que c'est à ça qu'on finira. C'est à une conquête, s'il n'y a pas d'accord. Si Trump n'arrive pas à trouver un moyen, par pression, en trahissant Zelensky, en faisant pression sur les Européens, à ce qu'ils signent de manière sûre et certaine, pas Minsk 2, quelque chose de beaucoup plus contraignant et pour les Européens et pour les Ukrainiens, s'ils n'y arrivent pas, les Russes iront jusqu'au Dniepr, mais de Kiev à Odessa inclus. Justement, concentrons-nous juste sur les Américains. Est-ce que vous ne pensez pas, au vu de ce dont on vient de parler, que, contrairement à ce que certains disent, ils sont dans le camp de Poutine, alors évidemment, est venu appuyer cette démonstration, la conversation fuitée la semaine dernière entre Steve Witkoff et Yuri Ushakov, où finalement Witkoff ne fait pas grand-chose, mais à part expliquer à son interlocuteur comment obtenir la meilleure rentabilité d'une conversation entre Poutine et Trump, en lui donnant quelques éléments pour séduire Trump, ce dont on se doute, finalement, c'est pas vraiment une surprise. Est-ce que vous pensez que les Américains ont acté aujourd'hui que, de toute façon, ce qui ne sera pas négocié, les Russes l'obtiendront par la force? Oui. Voilà. Ils ont compris ça, ils l'ont clairement compris. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à le comprendre? Alors, je parle de nous. Alors, si vous voulez bien, on va faire les Européens après, mais les Américains. Les Américains, j'invite vraiment tout le monde à lire le livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier de 96-97. Beaucoup parlé. De le lire en détail, et pas juste le citer sans le lire, parce que les marxistes ne lisent pas Marx, les libéraux ne lisent pas Adam Smith. Bon, puis maintenant, Zbigniew Brzezinski est cité par tout le monde, mais il n'est pas lu, visiblement. Parce que, et j'invite tous ceux qui veulent continuer, qui se demandent pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Samuel Huntington dans la même catégorie. Samuel Huntington, mais vraiment, Brzezinski, puisqu'il a été le conseiller, il a été l'une des têtes pensantes principales des néoconservateurs américains. Et de cette doctrine de défaire la Russie. Parce que là, on arrive au terme de 3 décennies, quelque chose qui a été décidé en 94-95 sous les mandats au début des mandats de Clinton, enfin au mandat de Clinton, de défaire la Russie d'une manière ou d'une autre et de la rendre faible, voire de la couper en plusieurs pays. Ça, c'est un fantasme extrême des néoconservateurs, pour assurer la domination américaine. Et qu'un des moyens, c'est de passer par l'Ukraine. Bon, tout ça est écrit dans ce livre. Et dans le rapport de la Rand, on ne va pas rentrer en détail. Mais ce qui est écrit aussi dedans, c'est que la pire chose qui pourrait advenir aux États-Unis serait une alliance durable entre la Russie et la Chine. Pire encore, écrit Zbigniew Brzezinski il y a 30 ans, Russie, Chine, Iran. Or, les Américains, en réalistes froids, en tout cas je pense certains, je ne parle pas des idéologues néoconservateurs qui ont des vapeurs, voient bien que le plan a échoué. On a essayé, ça a raté. Voilà, point, ça a raté. Ils tiennent le coup, ils ne sont pas effondrés, le régime ne s'est pas effondré, il n'y a pas eu de... Ils sont pieds et poings liés avec la Chine.
avec la Chine, qui donne à la Chine des moyens en termes d'énergie colossaux. Oh, super, on a découplé l'Europe de la Russie, donc ça renforce les États-Unis, ils sont contents, mais de l'autre côté, tout va partir, ou presque en Russie. Plus, en dehors de ça, non seulement c'est une alliance Russie-Chine, mais c'est une alliance Russie-Iran-Chine très stable, avec des entraînements militaires communs, dans le cadre en particulier de l'Organisation de coopération de Shanghai. Plus, ils se sont réussis à se mettre à une vingtaine de pays, dont déjà 10 très forts, dans les BRICS. Et ça fonctionne. Donc pour les États-Unis, c'est un échec de cette tentative. Et donc, encore une fois, je ne parle ni de bien ni de mal. Je ne dis pas que Brzezinski, c'est quelqu'un de mauvais. Il a essayé de maximiser, comme Kissinger, comme comme Poutine pour la Russie, comme De Gaulle pour la France, il essaie de maximiser l'avantage des États-Unis. Ça a raté. Et donc, à Washington, ils sont dans cette situation. Il faut rompre l'alliance russe-chinoise, c'est improbable, mais un tout petit peu mettre de jeu et se rapprocher un peu des États-Unis. D'où les accords avec Exxon qui ont lieu par-dessus, enfin plutôt sous le radar de toutes ces discussions. Sakhalin 1. Voilà, Sakhalin 1, à la Douma, les décrets qui passent d'autorisation de commerce. Avec des pays étrangers. Avec des pays étrangers, mais ça concerne les compagnies pétrolières américaines. Évidemment. C'est fini, en fait. Il faut bien comprendre que les États-Unis ont compris, ils ont raté cette mise. On est dans un nouveau monde, il est plus multipolaire, les Chinois ont une puissance, les Indiens ont une puissance. Il faut qu'on se réorganise dans ce monde multipolaire. Sinon, on va avoir un bloc absolument colossal qui, si on continue à aller que dans le dur, va finir par faire un backlash encore pire que celui qu'on a actuellement. Et ce qu'ils craignent, c'est ce qu'on a vu quand on était au sommet des BRICS. Alors justement, j'allais vous poser la question. À Rio. Sommet des BRICS, c'est quoi l'ambiance ? Comment décrivez-nous un petit peu ? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'assez abstrait pour les Français ici. On dit, nouveau monde qui est en train d'émerger, tout ça, mais c'est un monde où on ne parle pas de nous, c'est ça ? Si c'est un monde où on parle de nous, c'est l'inverse. Nous, on ne parle pas de ce monde-là. Oui, mais c'est 60% de la population, 55% du PIB mondial, 2/3 des terres immergées, 70% de la production industrielle et 3/4 des ressources. C'est complètement fou, en fait, de ne pas le voir. Et quand on était là-bas, alors, c'est amusant quand même, à Fréquence Populaire, on est allé faire le reportage au sommet des BRICS à Rio, en juillet, et on a fait la demande pour participer, en tant que journaliste, aux sessions plénières du 10e sommet de la nouvelle banque de développement. Très important. C'est le pendant des BRICS, c'est le pendant FMI des BRICS. Fonds monétaire international, présidé par Dilma Rousseff. 60 journalistes devaient être sélectionnés. Dans le monde entier, 60. Fréquence populaire, 100 000 abonnés, jeunes médias. On s'est dit, allez, à l'aventure. On tente. Notre petit sloop. Allez, on y va, contre les frégates. On est sélectionné. On s'est dit, c'est bizarre quand même. Bon, on arrive là, qu'est-ce qu'on découvre ? Il y a un correspondant des médias fiables dont parle Emmanuel Macron, et c'est le journaliste de Die Welt. Ah oui. Genre Le Monde, allemand. Et allemand. Écrit. Point. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup venant de France. Nous, on est passé. Ça n'y avait pas de demande. Donc vous étiez les seuls Français, en fait. Oui. Et il y avait un journaliste des Échos. Enfin bon, c'est vraiment très très réduit. Mais et là, on a et on regarde évidemment ce qui se dit ce qui se dit ici. D'abord, il se dit rien. Ou alors quand il se dit quelque chose, c'est toujours la même antienne. Les BRICS, une sorte de pensée néocoloniale méprisante. Totalement. C'est des attroupements de dictature. Bon, c'est sympa pour le Brésil et l'Inde. Voilà. 2 milliards l'Afrique du Sud, pareil, dictature. C'est pas dit, mais c'est quand même des gens de couleur, tout ça. C'est pas sérieux. Oui, c'est ça, oui. Puis, c'est dominé par la Chine. Ça n'aboutira à rien. Dans le même moment, nous, on est dans cette conférence des banques centrales de ces pays-là. Et Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle banque de développement, annonce le prochain grand financement de la banque de développement, c'est installer des câbles sous-marins entre les pays BRICS pour contourner
alors ça c'est en filigrane, pour contourner les câbles contrôlés par les Occidentaux, par lesquels passent les communications financières. D'accord. Plus le CPIS, c'est-à-dire le système SWIFT chinois, plus toute cette discussion sur, c'est pas une attaque contre le dollar, mais le développement réel, organisé, d'échanges en monnaie et trouver des systèmes pour compenser la valeur moindre. Ça fait très peur à Trump, ça. Et en fait, donc, voilà, on a des Européens et des médias européens où il ne se passe rien. Oui. C'est dans une autre galaxie très très loin, là-bas, avec des Ewoks et Dark Vador, je ne sais pas, ça n'existe pas. Trump, la réaction est, ok, c'est une réaction à Trump, mais c'est quoi ces alliances de pays qui se mettent contre nous? Vous allez voir, c'est une attaque contre le dollar, c'est une attaque contre les États-Unis, je vais les briser. Bon. Mais il s'est bien rendu compte qu'il se passait quelque chose. Les Américains se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème, d'où les offensives contre le Brésil, bref, qu'il y a eu juste derrière. Et donc les Américains sont dans ce cadre-là, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas aller trop loin non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment... on l'a vu avec la Chine, les tarifs de Trump. Ils ont perdu. Oui. Donc il faut bien comprendre tout ce qui se passe en Ukraine, parce que là, on en a des gens qui regardent ça comme ça, là, comme des ornières, avec des chevaux là, qui est vraiment fermés. En fait, il faut regarder, quand on est géopoliticien de manière bien plus large, les États-Unis, comme vous l'avez dit, Régis, viennent de subir une défaite dans la guerre tarifaire. Ils sont pieds et poings liés sur les terres rares face aux Chinois, pour le moment. Au moins pour 10 ans. Pendant 10 ans, il va falloir trouver des solutions pour eux. Oui. Et donc, la Russie produit des terres rares, un tiers de la consommation européenne, et beaucoup d'autres choses. Et ils se disent que ça serait sûrement bien d'arrêter, puisque c'est un échec, tout ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant. Tant pis pour les Ukrainiens, de toute façon... ça sera un autre Chinook qui décollera de l'ambassade de Kiev, des États-Unis de Kiev si c'est nécessaire, comme à Saïgon et comme à Kaboul. Ils n'en sont pas au premier vassal qui est lâché, crûment et cruellement. Et on se dirige vers ça, pour des raisons brutales d'intérêt américain, géopolitique, majeur. Ce qu'on visiblement n'ont pas l'air de comprendre nos dirigeants européens. Alors, j'ai envie de dire, c'est même pire. Excuse-moi, Rich. En dehors de ça, l'ambiance est extraordinaire. Nous, on était très, très surpris parce qu'il y avait le forum social des BRICS, le forum des femmes business, le forum des entreprises. Bon, on s'est dit, tout ça, c'est un peu du... Nous-mêmes, on s'était dit, bon, c'est un peu du cirque, les femmes business. En fait, on y est allé, on a fait le reportage, on est allé parler à plein de gens. En fait, beaucoup de contrats sont signés, énormément d'entreprises se branchent les unes aux autres. Tout ça existe et se fait. C'est des marchés colossaux. Et c'est ce que, je pense, a découvert enfin Trump. C'est quand vous baladez au Brésil, en Inde, en Chine, vous sortez du monde occidental, mais c'est plus juste des pouilleux en guenilles qui creusent la terre. C'est des marchés colossaux. Le marché chinois est plus important que les États-Unis dans son ensemble. Les Indiens, c'est déjà plusieurs centaines de millions d'acheteurs. Ne parlons pas du Brésil. Enfin, c'est fini. L'ancien monde est terminé. Les États-Unis s'en rendent compte, pas les nôtres. Pardon. Voilà, non, pas de souci. Non, moi, je voulais justement recentrer sur nous, essayer de voir un peu... Et je me rends compte, en fait, que la paralysie de l'exécutif en France tombe très mal, en fait, depuis le 9 juin dernier, la dissolution provoquée par Emmanuel Macron, à un moment où, vous l'avez dit, presque tous ces pays avancent leurs pions sur le grand échiquier, justement. Est-ce que vous pensez que le fait que Emmanuel Macron continue à s'accrocher au pouvoir abîme le pays encore plus, à un moment où, justement, il faudrait se placer dans ce monde, comme Trump est en train de le faire? Oui. Mais c'est valable pour les Européens aussi. C'est valable pour d'autres. Je pense que les Allemands ont compris aussi. Je pense qu'il y a une duplicité allemande dans cette histoire. Ils n'ont pas complètement abandonné leur marché chinois. Et ils savent que pour refaire démarrer l'économie, ils ont intérêt à agir à un moment ou à un autre. Nous, on ne fait rien. On ne fait pas grand-chose. Et si on prend encore de l'attitude justement sur cette question-là, en se dégageant de ce pauvre Emmanuel Macron qui paralyse bien le pays, c'est que les Européens et les dirigeants français depuis 30 ans se sont paralysés eux-mêmes, au profit d'une caste. Parce qu'il y a des gens en France qui vivent très bien tout ça. Les 500 fortunes de France ont multiplié leur fortune par 10 en 15 ans.
Et on a préféré favoriser, et c'est tout ce qu'a fait l'Union européenne, les multinationales et les grandes instances financières au détriment des États-nations. Et des gens qui travaillent et des entreprises dans ces pays-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En 2000, ils ont cassé des grandes entreprises comme la Compagnie Générale d'Électricité, où il y avait Alstom, Nokia, Alcatel, Technip, les chantiers navals. Ils ont tout coupé, puis après ils ont coupé chacune des entreprises en petits bouts, tout a été vendu, partagé. Les grandes entreprises ont été... Lafargue, tout ça. Lafargue, Pichinet, Rhône-Poulenc, tout a été sabordé, bon, c'est l'horreur. Et après, des grandes entreprises ont externalisé, ont coupé des départements entiers qui sont devenus des PME. Il faut savoir qu'on parle tout le temps des PME en France, mais 80% des PME ont un seul client, c'est la maison mère d'avant. Ouais. Donc quand ça ferme ou qu'ils font pression, c'est fini. Ça a permis de délocaliser, de gagner beaucoup d'argent pour certaines personnes, de fermer les entreprises ici, de délocaliser en Europe, de délocaliser en Asie, en Afrique, en faisant des transferts de compétences, qui a accéléré les progrès des Chinois, qui eux, n'ont pas été stupides dans toute cette opération. Ça a été le choix du chômage, ici, et d'importer des produits à pas cher dans des magasins type Action, par exemple, où vous trouvez des choses pas chères, mais parce que vos salaires n'ont pas progressé. Et on s'est enferré là-dedans. Plus la vassalisation aux États-Unis, parce qu'on a quand même un personnel politique qui, en général, maintenant, est passé par une ou plusieurs entités ou officines américaines. Parler des Young Leaders. Oui, Young Leaders, le German Marshall Fund, l'Atlantic Council, enfin, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, l'Atlantic Council, là, on a un président, ce qui est déliant, je ne sais pas si on peut imaginer ce De Gaulle. Il est président, il est à l'ONU, 80e session de l'ONU, il reconnaît l'État de Palestine, grand moment. Bon. Et le lendemain, il est comme un VRP. Exactement, il reçoit le prix. Alors, tiens, c'est le meilleur employé de McDonald's international. Donc, avec Milei et le patron de la FIFA. Et c'est Larry Fink, le patron de... non, mais c'est grossier, en fait. Là. Même dans un film, on aurait dit, non, quand même, vous exagérez, c'est un petit peu changer le scénario, monsieur. Alors, là, on a le patron d'une des plus grosses fonds de pension américains, institution financière, qui est BlackRock, dirigé par Larry Fink, qui remet le prix du Global Citizen Award, remis par l'Atlantic Council. Voilà, bon, on a ce personnel. Macron est l'incarnation pure, chimiquement pure, de ce personnel politique qui ne défend pas les intérêts de la France. Et d'où la paralysie générale. Et ces gens-là, qui ont si bien servi le double maître, Washington et les multinationales, dans lesquelles ils se recyclent, on pense au nombre de politiciens européens ou nationaux qui finissent après dans des grandes banques, Goldman Sachs, BlackRock, peu importe, ou des grandes multinationales, qui tout à coup... le maître est trahi. Le maître tourne le gouvernail et va ailleurs, et les laisse tout désolés en Europe. C'est terrifiant, ça. C'est ça qui se passe, en fait. On a presque l'impression que chez certains, alors je parle de certains de nos détracteurs chez Omerta, mais des gens qui, quand on a essayé justement d'apporter à cette guerre en Ukraine un peu de sens et de l'analyser telle qu'elle était, on a été évidemment classé pro-russe, etc. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui me font l'effet, je pense à Nicolas Tanzer, par exemple, ou des spécialistes comme ça, de poulet sans tête avec les US. C'est-à-dire, il n'y a plus, tout à coup, ça s'agite dans tous les sens, le maître est parti. Il a disparu. Mais Nicolas Tanzer, je pense cet exemple parce qu'il est caricatural. Oui, non, mais Nicolas Tanzer a quand même justement passé par toute une série d'officines américaines. Oui. Bon, L'Institut pour le coup, quand on parle d'agent, là, on en est proche, en tout cas très volontaire. Mais je pense évidemment que c'est pas un agent, mais je pense que c'est comme un domestique. Oh mon bon maître, tellement, je pense qu'il y a une réelle peine. Tellement, il a servi le duc qui est parti à Coblentz et tout seul dans son manoir ou dans son hôtel particulier et qui continue à. Alors que le duc est parti déjà. Et lui, le peuple arrive avec des fourches. Et c'est lui l'idiot au milieu. C'est terrible. C'est exactement ça ce qui se passe. Et donc, les délires qu'on entend justement dans les médias fiables, en particulier par des gens comme Tanzer, sont l'expression d'un moment de panique intellectuelle totale.
Parce qu'ils savent très bien ce qui va arriver. On les voit sincèrement désolés, quoi, désemparés, quoi. Plus ça que il y a une opposition ou une. On sent qu'il y a un moment, il y a une sorte de perd pied. On perd pied. Et quand on perd pied, qu'est-ce qui vous reste? Vous mettez à genoux et priez. Ouais. Et donc, bon, c'est à peu près, on caricature, mais on est à peu près là-dedans. Parce que comme ils ne sont pas stupides, ils savent très bien ce qui se passe. Si les États-Unis, qui le souhaitent beaucoup, se désengagent d'Europe, parce que l'OTAN et les États-Unis protègent, avant de nous protéger de je ne sais quelle guerre improbable avec la Russie. Je rappelle que nous avons quand même l'arme nucléaire, donc nous, on ne voit pas très bien comment on pourrait être. Ouais. Mais les États-Unis, surtout, ils nous ont empêchés de nous faire la guerre entre nous, Européens de l'Est. Parce qu'on a quand même une tendance à faire ça dans l'histoire. C'est vrai. Et c'est la panique. Et puis les industries qui ont été délocalisées ne vont pas revenir. Les Chinois ne vont pas faire la même chose que nous. Il n'y a pas de solution, si ce n'est cet espoir immense qui est mis en la personne de Zelensky. C'est fou. C'est comme aller, pour ceux qui jouent au Texas Hold'em, c'est avoir un 2 et 4 dans la main et espérer que quelque chose va sortir à la rivière, aux dernières cartes, que ça va être, magiquement, on va emporter le pot, parce que ça va ramener les Américains dans le jeu, mais c'est fini, le bateau est parti. Mais il y a toujours ce souhait, cet espoir de voir les Américains in fine. Alors Trump, parfois, leur donne des gages. Il revient du côté de Zelensky. Bon, mais je pense en particulier à cette conversation de Witkoff avec Oudchakov. Elle traduit quoi, cette conversation? Elle traduit pas le fait qu'il se met à genoux devant le Kremlin, comme ça a été décrit. Elle montre que les Américains sont plus intéressés à trouver un moyen d'accommoder les Russes pour arrêter la guerre que d'arranger les affaires des Ukrainiens. C'est ça qu'elle prouve. Évidemment. Et ce qu'on comprend, et ce que les Américains ont compris, c'est qu'un des objectifs premiers du Kremlin, Poutine ou pas Poutine d'ailleurs, en dehors du fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, ça c'est le problème immédiat, c'est de renouer des relations avec les États-Unis. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est l'objectif. Ouais. Et puis d'ailleurs, tant mieux pour nous tous. Parce que on est très contents, on l'avait analysé comme ça, dans les négociations qui ont commencé à Riyad, dès le début. Oui. Jeddah d'ailleurs, je crois. Oui, à Jeddah. À Jeddah. On nous avait critiqué, nous, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait 6 rounds de négociations et qu'un seul concernait l'Ukraine. Donc il y en avait 5 qui concernaient autre chose. Oui. Et puis il y a eu Anchorage, où il ne s'est rien passé. On a dit, mais ils ont sûrement dû discuter des accords START. Parce qu'il y a un petit problème, c'est qu'en février, on sort de tout contrôle, de tout accord nucléaire, c'est quand même délirant, alors que la guerre froide est finie depuis très longtemps, et que c'est une très bonne chose. Qu'on aime Trump, qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord politiquement ou pas, c'est une bonne chose que les 2 premières puissances nucléaires se parlent, tout simplement, à différents niveaux. Et pas avec un téléphone, même rouge. Et pas 3 ans et demi, 3 ans comme Biden, avec rien. Pas de discussion. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et discutent de trouver des accords sur la non-prolifération nucléaire, sur le contrôle des armements nucléaires. Ça serait une bonne chose pour absolument tout le monde. Et ça devrait inclure les Russes. Donc, ils en sont à ce niveau-là, les Russes et les Américains. Ils sont dans un autre monde, dans le monde qui se construit, le monde multipolaire. Et nous, on patine dans l'ancien, tout déçus d'avoir tout donné à notre bon maître et à quelques multinationales, et d'être maintenant tout nus, alors que la bise arrive. Vous pensez que c'est quand même certain que Trump a pris conscience de cette nouvelle réalité? Vous me dites, bon, oui, il n'est pas content, il dénonce. Mais est-ce que vous n'avez pas peur non plus qu'avec le temps, il finisse par agir comme tous les présidents américains avant lui, en renouant avec la force? On sent qu'il y a derrière lui, il y a des Lindsey Graham, des gens quand même... Alors, il s'en méfie, il les tient à distance, mais il ne les a pas complètement écartés. Il n'a pas fait la chasse aux néoconservateurs. On va dire qu'il traque le deep state, mais... Il y en a quand même autour de lui. Il a Marco Rubio, qui était un des représentants, qui a beaucoup mis d'eau dans son vin là-dessus aussi, mais qui va quand même, côté ukrainien, toujours essayer de faire passer la pilule. On sent qu'il n'est pas complètement prêt à partir de ce qu'était l'Amérique avant aussi. Alors, je suis russophile et je suis aussi américanophile. J'ai étudié, vécu, travaillé. C'est bien, c'est pour ça que je vous pose cette question. Je connais pas mal ce pays. C'est une partition compliquée que joue Trump. Les autres jouent leur partition, et on a des tenants de l'ancien monde.
Vous avez parlé de Lindsey Graham, Anna Blumenthal, entre autres, et à peu près quand même 80% du Congrès et du Sénat, qui est acquis à Donald Trump, mais qui est plutôt... Alors, ils sont tous d'accord, ou quasiment tous d'accord pour continuer la guerre à Gaza, donc ça, pas de chance pour les Palestiniens, pas de bol. Hein, mais la vaste majorité pour continuer à soutenir l'Ukraine dans cette vieille logique néoconservatrice. Maintenant, je pense que Trump et les autres gagnent certains d'entre eux et leur donnent aussi des os à ronger, puis des beaux os. C'est dans cette reconfiguration générale, dans un monde multipolaire, très clairement, Donald Trump réactive la doctrine Monroe. On voit avec l'offensive au moins économique, non mais d'abord avec au Brésil, contre Lula. On le voit avec les pressions qu'il fait sur le Mexique, les pressions sur la Colombie, et maintenant la quasi-offensive militaire sur le Venezuela, puisque là, pareil, hors règle internationale, il n'y a plus d'avions qui volent au-dessus du Venezuela. Bon, voilà. Mais là, c'est pareil, il va redéclencher une guerre finalement. Oui, mais ça, vous voyez, Rubio, c'est un anticastriste. Il fait partie du clan des anticastristes. C'est la Floride. Pour lui, c'est plus important. Bondi, tout ça, ce monde-là, latino-américain, c'est chez nous. C'est comme l'Ukraine pour les Russes. C'est plus important, là, l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est Rubio qui est peut-être le plus dur. C'est lui qui a dit publiquement la guerre d'Ukraine est une guerre de proxy américaine. Dans un tweet, quand même. C'est même pas caché. Peut-être c'est un agent du Kremlin aussi. Et là, récemment, il a dit, mais c'est quoi ce plan ? Quel mépris, mais c'est quoi ce plan européen ? Ça sert à rien. Et ça montre bien. Lui, c'est le Venezuela, ce qu'il va viser, c'est le contrôle de... Et ça n'est pas sans sens dans le repositionnement des États-Unis, de leur point de vue, plutôt que de continuer à s'user dans une guerre en Ukraine qui est perdue. Sphère d'influence. Mieux vaut se rabibocher un peu avec les Russes et puis éviter puis signer des bons accords. Si Trump annexe le Groenland, les Russes n'y verront rien à redire. Voilà. Je pense chacun dans sa ligne d'eau. Ils regarderont, Poutine fera comme ça en regardant les Européens. Parce que ça fait partie de l'Europe, puis ça fait partie du Danemark. Voilà, il faut le rappeler aussi. Not my problem. Et là, les Américains peut-être soutiendront définitivement la nouvelle règle de plateau continental sous-marin, qui favorise considérablement les Russes en Arctique, mais et eux aussi, ça les favorisera. Bref. Je pense qu'ils sont cul et chemise sur ces questions-là, qui maximisent leur puissance. On l'avait vu avec cette signature par Poutine, je pense que c'est de ça que vous parliez tout à l'heure, sur l'histoire de la Douma et d'autoriser Exxon à revenir sur Sakhalin. Poutine l'avait signé dans l'avion qui le ramenait dans Courage à Moscou. C'est quand même une ouverture vers le business. Alors, les Américains ont dû se trouver intéressés. Malheureusement, il y a la guerre en Ukraine qui ne leur permet pas d'accomplir, de faire le saut, quoi. Voilà. Et on semblait qu'ils piaffent. Ça viendra, ils se repositionnent. Vous vous souvenez quand Donald Trump, il faut se rappeler Donald Trump, qui sort des accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Il intime après toutes les entreprises européennes de sortir. Au début, on a Bruno Le Maire qui a fait « Oh non, c'est inadmissible, Et puis 6 mois après, il convoquait tout le monde, Peugeot compris, qui contrôle 40% du marché automobile iranien. Il dit il faut sortir. Le chef est appelé, Trump a dit il faut sortir. Qui s'installe derrière ? Ford. C'est la même, à chaque fois. C'est pour ça que c'est très amusant. Enfin, c'est amusant, c'est tragique pour nous, parce que c'est nous qui prenons. Mais de voir les dirigeants européens, chaque fois se faire avoir comme s'ils étaient dans un jeu de bento au marché. Et, zut, j'ai encore perdu, comme c'est étrange. Bon, donc là, mais ça a plus vaste échelle, avec des conséquences encore plus graves que l'Iran, qu'ils le font. Donc je reviens sur les néoconservateurs. Les néoconservateurs, certains sont réorientés sur un morceau qu'ils peuvent manger, avec plus de chance. Il y a les opérations Condor, il y a les coups d'État au Chili, il y a l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, Panama, le Nicaragua. Enfin, il y a beaucoup de... La CIA a l'habitude. Ils maîtrisent mieux déjà, c'est moins loin et c'est mieux maîtrisé. Donc il y a ça. Et puis il y a cette histoire, on va voir ce que ça va donner, cette histoire. Alors, certains pourront considérer que c'est du complotisme, c'est plutôt une hypothèse de travail. Donc il n'y a aucune garantie, c'est que là on a, vous en avez parlé tout à l'heure, un scandale de corruption qui s'est déclenché en Ukraine. On sait que NABU est quand même l'instance d'enquête des Américains. C'est quand même, bureau du FBI dans les bureaux de NABU à Kiev.
si les attaques sont parties contre Yarmouk, c'est que évidemment, quelqu'un à Washington, et à commencer par le président, a appuyé sur le bouton. Mais jusqu'où? Et la question, c'est qu'on entend des bruits, que On ça sent irait qu'ils en ont jusqu'à sous le pied. 48 milliards. Ouais. Parce qu'on parle de 100 millions pour le moment. Ouais. Bon, 48 milliards avec de l'argent qui passerait par l'Estonie. Oh, coucou, Kaja Kallas. Imaginons que même une portion de ça soit vrai. Combien de gens ont été financés en trop-commission dans des entreprises de vente d'armes, dans des politiciens. Et on parle aux États-Unis de 23 congressmen et sénateurs. D'accord. Qui seraient dans l'œil du cyclone. Mais donc ça, Trump le sait. Oui, justement. Too big to fail. Oui. Et par contre, quel levier extraordinaire pour Trump si vous avez des congressmen qui vous empêchent de tourner en rond, leur dire, écoute, fais attention à ce que tu votes, qui tu soutiens, parce qu'on te tient. Bon, on te tient par la barbichette. Et quelle option extraordinaire. Si demain, vous avez un Donald Trump qui nous fait un esclandre et un show, comme il a l'habitude, nous avons découvert que des dizaines de milliards ont été volés par ceux qu'on croyait être nos alliés à Kiev, Zelensky et ses amis. Et ils ont financé tout un tas de gens partout au lieu d'envoyer l'argent aux combattants. S'ils l'avaient fait, on aurait gagné la guerre, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont détourné l'argent from the American US taxpayer, le contribuable américain. On arrête. Il va passer un point héros, en tout cas dans sa base MAGA. Ça fait un excellent prétexte pour tout lâcher et s'en laver les mains. C'est une hypothèse de travail. Non, je n'en sais rien. Sans aller jusque-là, le simple fait d'avoir détourné de l'argent, peut-être pas 48 milliards, j'en sais rien. Personne n'en sait vraiment rien, sauf peut-être ces agences. Mais d'avoir détourné de l'argent destiné à la protection de l'Ukraine, donné par la communauté internationale qui vient au chevet de l'Ukraine pour l'aider à se défendre d'une agression, c'est absolument enfin, c'est quelque chose de... Et on se souvient, ça commençait à émerger il y a déjà 1 an et demi, 1 an, quand il y a eu les attaques russes dans la zone de Kharkov. Oui. Avec les gens, mais normalement, il devait y avoir des lignes de défense en béton avec... les entreprises avaient été payées. Oui. C'était à Volchansk. À Volchansk, quoi. Voilà, les entreprises avaient été dans payées, la direction de mais les de défense ne sont pas... Oui, un vax où... Oui. On parle des construites. On parle d'une ligne de défense à la frontière du pays avec lequel on est en guerre. Bon, tout ça, alors quand on suit les Ukrainiens, ça énerve beaucoup, parce que quand même, c'est un peu sidérant. Imaginez, il faut toujours imaginer à l'envers. On est en France, on promène une ligne Maginot, et on découvre qu'en fait, il y a 3 trous d'1 mètre de profondeur avec une pelleteuse. Et pour tout ça, ça coûtait 1 milliard. Ça agace. Hein, Bien sûr. Bon, mais l'argent donc est parti quelque part, puisque c'était payé. Bon, des affaires comme ça, il doit y en avoir un paquet, et je pense, malheureusement, pour les Ukrainiens, que le FBI en a sous le pied. Oui, c'est ça. Donc, votre ancien patron, Jean-Luc Mélenchon, a eu des mots qui ont été salués, même certains leaders de la droite, une fois n'est pas coutume, en répondant au chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui disait que les Français doivent accepter de perdre leurs enfants. Moi, je voulais vous demander, en tant qu'ancien militaire, engagé en Afghanistan notamment, comment vous jugez ces propos? Mais de 2 manières. D'abord, pour Mélenchon. J'ai retrouvé Mélenchon que j'ai quitté il y a 8 ans. Je regrette qu'il ne soit pas resté celui de la campagne de 2017, c'est-à-dire à quelqu'un de présidentiable, et qui a une stature de président. C'est pour ça que les gens ont accepté, sobre, solennel, et qui dit les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas à un militaire, fut-il le premier de tous, le chef d'état-major des armées, d'expliquer à des élus, des maires de France, puis il y a des ministres aussi, dans le tas, comment il faut préparer la nation à une guerre hypothétique avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Là, on est en sortie de route macroniste complète du cadre constitutionnel. C'est ce qu'a rappelé, entre autres, Jean-Luc Mélenchon. Puisque c'est le rôle normalement du président ou du Premier ministre, ou éventuellement du ministre de la Défense. Mais bon, pas de militaire. Le militaire exécute, justement.
Il ne choisit pas d'être déployé en Afghanistan ou face à la Russie, où il est envoyé comme n'importe quel fonctionnaire. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le CEMA, si ce n'est pas son rôle, parle d'une guerre ouverte, en fait, avec la Russie. D'ici 3 à 4 ans. D'ici 3 ou 4 ans. Donc, deuxième faute, la guerre se discute, c'est l'article 34, 35, 35, devant le Parlement, l'Assemblée nationale, pas au Congrès des maires, en déclarant comme ça à la cantonade. Deuxièmement, problème de dissuasion nucléaire, un problème double. Un, il ne peut pas y avoir de guerre directe avec la Russie pour la France. Pour l'Ukraine, oui, pour l'Allemagne, pourquoi pas. Mais nous, on ne peut pas parce qu'on a une arme nucléaire. Les Russes aussi, et donc ça finira en guerre nucléaire. Donc on ne peut pas. La dissuasion nucléaire, ça sert à ça. On ne peut pas être attaqué. Et même si la France était complètement détruite par la Russie, il faut que tout le monde le sache, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont la capacité, en deuxième frappe, de détruire plusieurs dizaines de villes russes. Je ne crois pas que les Russes aient envie de jouer à ça. Bon, donc il n'y aura pas de guerre. Et deuxième aspect de ce troisième point sur la dissuasion, c'est qu'il remet en cause notre dissuasion nucléaire face aux Russes. Oui. Puisque s'il y a cette dissuasion nucléaire, donc comme il ne peut pas y avoir d'affrontement direct, de quelle guerre parle-t-il en fait? Oui. Peut-être qu'il évoque une guerre. Alors là, on est encore plus en sortie de cadre de son rôle. Peut-être parle-t-il d'une guerre en envoyant des troupes en Estonie, ou en Lettonie, où la Russie pourrait éventuellement attaquer. Ok. Bon. Donc, c'est pas son rôle. Tout cet aspect-là. Maintenant, je crois que de manière générale, il faudrait qu'on revienne à un peu plus de sérieux dans notre pays, et entre autres qu'on revienne à un service national à composante militaire d'un an, mixte, tout le monde le fasse, parce que c'est un impôt du temps pour la nation. Je pensais que c'était une erreur, ce qu'a fait Chirac. Oui, une erreur très grave. C'est un acquis de la Révolution française, c'est le peuple en armes qui défend ses institutions, enfin, c'est de l'ordre et de la responsabilité politique de chaque membre du peuple, et ça fait que le politique doit faire plus attention où est-ce qu'il envoie la troupe. Bien sûr. Voilà. Oui, si on se projette dans une guerre de masse, qui encore une fois n'est pas possible puisqu'on a l'arme nucléaire. Oui, il faut se préparer à perdre des jeunes. Mais pas ses enfants et pas de cette manière-là. Encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la guerre d'Afghanistan. Pour quel intérêt pour la France? Comme nous, on était en Afghanistan, on était déployés parce que le politique le décide, mais on peut aujourd'hui toujours se demander, mais que diable avons-nous fait là-bas? Quel intérêt supérieur de la France avons-nous servi? Avons-nous laissé d'ailleurs aussi. Du matériel, et puis des morts, des blessés, mais pourquoi faire? Pourquoi pas si ça sert les intérêts de la France? Mais là, ça ne servait même pas les intérêts de la France. Et donc, non, c'est délirant en fait de parler de sacrifice de ses enfants pour des intérêts autres, dans une guerre qui n'aurait aucun sens pour la France, alors qu'en plus on a la dissuasion nucléaire. Donc, franchement, c'est du macronisme à l'état là aussi chimiquement pur. Et c'est de la com. Puis vous voyez ce qui en sort derrière. On va refaire un service national volontaire. Ça s'appelle s'engager dans l'armée, ça. Service national volontaire, c'est quoi? Comment on va le coordonner? 3 000 cet été, pourquoi pas 12 000? Parce qu'il y a plein de gens qui seront intéressés. Pour avoir combien, là? On a dit 50 000 en 2035. Dans 7 ans. Tout aura complètement changé géopolitiquement, particulièrement en Ukraine. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Heureusement, on sera encore un peu débarrassé de M. Macron, qui œuvrera ailleurs. Georges Kuzmanovic, merci beaucoup. Je vais juste te dire une dernière chose, Régis, désolé. Voilà, on ne se concurrence pas, parce que souvent on nous dit, mais pourquoi il y a Omerta, il y a Tocsin, il y a Fréquence Populaire. En fait, alors là, on ne se concurrence pas, au contraire. Donc voilà, s'il y en a qui ne connaissent pas Fréquence Populaire... Clémence Oudiakova de Tocsin, nous, on va les uns chez les autres. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, et il n'y a pas de concurrence. Et on se soutient parce qu'il y a, on va tous être attaqués. Il y a le European Democracy Shield. C'est des petites opérations, je pense, assez importantes qui rejoignent ce que Emmanuel Macron veut faire avec les médias fiables, de faire l'omerta. Alors, donc, il faut préciser, vous faites bien de le faire, parce que à nos auditeurs aussi, que nous, en ce moment, on lance un appel aux dons. C'est vrai qu'on n'a pas des moyens, on n'a pas les moyens de TF1, on n'a pas les moyens de certaines chaînes subventionnées, de médias
aussi, comment on va dire, qui reçoivent des subventions. On ne touche pas de subventions. On a beaucoup d'audience. On est très heureux d'avoir cette audience. Maintenant, vous êtes là et vous pouvez nous aider. Et on vient justement, j'en profite, après vous laisserez le mot de la fin, mais de lancer une campagne de dons pour Omerta. Donc, rejoignez-nous. N'hésitez pas. Si vous voulez notre indépendance, si vous voulez l'indépendance du média de Georges aussi et de d'autres médias, il faut nous aider. Voilà, merci beaucoup. Et sans faire de dons, la chose la plus simple, c'est de s'abonner. Donc nous, on conseille toujours, même si vous êtes pressé pour Omerta, n'hésitez pas à vous abonner sur différents canaux de fréquence populaire ou inversement, puis ça permet de switcher de l'un à l'autre. En fait, ça permet juste sans rien payer de se soutenir. Et puis vraiment, alors Régis, on voulait justement t'inviter parce que pour parler tu as fait la publicité. Vraiment, il faut l'acheter ce magazine parce que là, pour le coup, c'est un sujet. 11 millions de morts en 20 ans. Là, c'est 11 millions quand même. On a 11, déterré. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et puis surtout, je le répète, je l'ai déjà dit ici, mais en allant au Kivu, on arrive, le jour où on arrive, il y a un massacre. Oui. Et on va couvrir le massacre. 40 chrétiens découpés à la machette dans une église. Et c'est comme ça depuis 1994. C'est intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la montée en puissance des néoconservateurs en citant le grand échiquier Zbigniew Brzezinski. À l'époque, vous aviez déjà Madeleine Albright dans l'administration Clinton qui officiait en Bosnie. On était Bosnie, Kosovo, voilà, on avait déjà... et il y avait... c'est aussi à l'époque où il y a eu... le génocide au Rwanda qui a été prétexte au début des crises dans l'est du Congo qui ont fait 11 millions de morts, voilà, au bas mot. Voilà. 11, 12, enfin bon, on ne sait pas exactement. C'est des chiffres délirants. C'est terrifiant. Et donc, il faut mettre le focus là-dessus et expliquer les conséquences justement de ces politiques. Et donc, très très bon magazine parce que c'est une magnifique enquête. Absolument. Le média fiable, ça fait quand même un bout de temps. Le Monde, le Figaro aurait pu s'y intéresser plus que un filet de temps en temps, qui passe pas complètement. Tout à fait, on est d'accord. Les médias télé, on ne parle pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que c'est des Africains et donc on considère que c'est pas grave, ils peuvent mourir. C'est pareil au Soudan, parce que là on pourrait faire un reportage au Soudan, ça sera horrible. Enfin, bon, bref, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide à continuer à faire ce qu'on fait, parce que je pense que, mine de rien, ce sont des informations intéressantes qu'on apporte. Tout à fait. Et merci pour cet échange en tout cas. Merci Régis. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et puis portez-vous bien. À bientôt.